Dimanche soir dernier au centre de Buenos Aires, la police est appelée en urgence. Un corps a été retrouvé. L'homme qui vient de mourir est l'un des juges les plus célèbres du pays, le procureur Alberto Nisman. On l'a découvert allongé dans sa salle de bain, un pistolet à la main et une balle dans la tête. L'arme est de calibre 22. Je peux confirmer qu'il est mort d'un tir d'une arme à feu de calibre 22. Je ne peux rien confirmer d'autre. Nous en saurons plus dans les prochains jours. Nisman s'est-il suicidé? Pas sûr. Il enquêtait sur l'une des affaires les plus délicates du pays et il mettait en cause directement la présidente argentine. L'affaire de Lamia, voilà le dossier qui occupait le procureur Nisman. En juillet 1994, une voiture piégée explose devant Lamia, le centre des associations juives de Buenos Aires. Le bâtiment s'écroule, il faut plusieurs jours aux sauveteurs pour extraire les corps. 85 morts en tout, le pire attentat de l'histoire argentine. Voilà le président des associations juives. Parmi les victimes, il y avait Andrea, la fille de Sofia. Le bâtiment a perdu des briques, on les a remplacées. Mais Sofia a perdu sa fille, elle n'est plus là. Le bâtiment se trouve au cœur du quartier juif de Buenos Aires. Ce jour-là, Andrea y était entrée pour chercher un emploi. Tous les immeubles autour de Lamia sont tombés. Sur ce trottoir, juste en face, toutes les vitres ont été soufflées. Il y avait des décombres partout. C'était une destruction totale. On a retrouvé des restes de corps humains jusqu'à la terrasse de cet immeuble. Dans cette affaire, il y a des suspects. Mais personne n'a été condamné. Personne n'a été arrêté, condamné ou même jugé pour cet attentat. Et maintenant, avec la mort du procureur, je ne sais pas comment va continuer l'enquête sur Lamia. Pendant 10 ans, aucune piste ni revendication. Et puis en 2004, un nouveau procureur est chargé de l'enquête. C'est Alberto Nisman. Très vite, il accuse l'Iran d'avoir commandité l'attentat. Il tente en vain de faire extrader des hauts responsables du régime de Téhéran. Et la semaine dernière, il va encore plus loin. Invité à la télévision, il s'en prend cette fois-ci à la présidente, Cristina Kirchner. Selon vous, la présidente Cristina Kirchner a protégé les Iraniens accusés d'avoir mené l'attentat sauvage contre le centre des associations juives. Pourquoi ? C'est bien cela. Il y a une abondance d'éléments qui nous le démontrent. Concernant la présidente, la ministre des Affaires étrangères et d'autres personnes, je n'ai lancé l'instruction qu'après avoir découvert des éléments très concrets. Il y a eu une alliance avec les terroristes. L'État a négocié et protégé les terroristes. Attendez, vous dites que le gouvernement s'est allié avec les terroristes ? Le pouvoir exécutif, oui, et je peux le prouver. La thèse du procureur, Kirchner, la présidente, aurait volontairement dissimulé des preuves afin de protéger des accords commerciaux entre l'Argentine et l'Iran. Natasha Niebieski-Kviat connaissait bien Alberto Nisman. Elle écrit dans le principal journal d'opposition. Voilà, ça c'est la dernière interview qu'on a faite de lui, vendredi dernier. 2 jours avant sa mort, il expliquait dans le journal qu'il était convaincu de la culpabilité de la présidente. Nisman a dit à une avocate que j'ai interviewée que cette enquête pourrait envoyer Cristina Kirchner en prison, qu'elle devrait l'envoyer en prison. Ces révélations étaient tellement fortes qu'on a dit que sa protection policière avait été renforcée. On a parlé de 10 agents autour de lui. Comme beaucoup, la journaliste est persuadée que Nisman ne s'est pas suicidé. Il m'avait dit, avec ça, je peux finir dans un cercueil. Mais il ne me l'a pas dit dans le sens, je vais me suicider. Il n'a jamais laissé entendre que si les choses se passaient mal, il se tirerait une balle dans la tête. Jamais il n'a dit que si ces preuves n'étaient pas suffisantes, il se tuerait. Le lendemain de sa mort, Nisman devait être entendu par une commission parlementaire, justement pour apporter les preuves de ses accusations. Lundi dernier, la réunion est maintenue. Dehors, une poignée de manifestants.
À l'intérieur, en l'absence du procureur, la réunion se transforme en hommage. Nous sommes choqués. Nous sommes angoissés à cause de ce qui se passe dans notre pays. La première chose que nous allons faire, c'est une minute de silence. Dans la salle, de nombreuses chaises sont restées vides. Ce sont celles des députés proches de Cristina Kirchner. Leur absence fâche un peu plus leurs collègues. Il est évident que tous les Argentins sont lésés. Parce qu'on vit dans un État qui abrite des services secrets obscurs, opaques, où l'on manipule politiquement une enquête sur le plus grand attentat qu'ait jamais connu l'Argentine. Et Kirchner dans tout ça, la présidente, cible du défunt procureur. Eh bien, elle se tait. Rien, pas un mot pendant plusieurs jours, jusqu'à ce qu'elle décide finalement de se défendre. Pas devant des journalistes, mais sur son propre site internet. Selon elle, le dossier d'Alberto Nisman est vide. Les accusations de Nisman non seulement se délitent, mais elles constituent un véritable scandale politique et juridique. Mais elle ajoute, et c'est ça le plus troublant, le suicide, j'en suis convaincue, n'est pas un suicide. La présidente se présente comme la victime d'un complot politique visant à l'affaiblir. Pas de quoi calmer le peuple argentin. Le lendemain de la mort de Nisman, des dizaines de milliers de manifestants se réunissent spontanément dans tout le pays. Ils ne sont pas Charlie, mais Nisman, et réclament justice. Sofia est là, bien sûr. L'enquête de Lamia n'est pas terminée. On ne va pas le permettre. On ne le permettra jamais. Il y a 85 victimes qui attendent la justice. Mais on ajoute à notre demande de justice une victime de plus, la numéro 86, le procureur Alberto Nisman. À côté d'elle, d'autres parents de victimes. Moi j'ai confiance. Je suis sûre qu'un jour nos enfants reposeront en paix. Moi, je n'espère plus rien. J'ai honte du pays dans lequel je vis. Un nouveau procureur vient d'être nommé pour remplacer Alberto Nisman. Personne ne sait s'il suivra les mêmes pistes que son prédécesseur. Cristina Kirchner, la présidente, quittera ses fonctions en octobre, à la fin de son mandat. Personne ne sait si elle sera un jour entendue par la justice. Ce qu'on sait en revanche, c'est que les familles de victimes, 20 ans après l'attentat, attendent toujours. Le 1er janvier dernier, la ville de Temisco organise une grande cérémonie en l'honneur de son nouveau maire. Un événement pour les habitants qui, pour la première fois, ont élu une femme. Elle est belle, elle est jeune et semble promise à un avenir radieux. À 33 ans, Gisela Mota prend solennellement ses fonctions. Je jure de respecter et de faire respecter la Constitution des États-Unis du Mexique. Je jure d'accomplir avec loyauté et patriotisme les devoirs que ma fonction exige et que la municipalité m'a conférés. Elle ne le sait pas encore, mais sa carrière va être la plus courte de l'histoire de Temisco. À Cuernavaca, dans l'état de Morelos, le drapeau a été mis en berne après l'assassinat de la maire de Temisco, Gisela Mota Ocampo. Le gouverneur de l'État a attribué le meurtre au crime organisé. 24 heures après son investiture, à l'aube, 8 hommes armés font irruption au domicile des parents de Gisela Mota. L'élu est encore endormi dans sa chambre quand toute sa famille est molestée dans le salon. La cible du commando, c'est elle. Temisco, 10 jours après son assassinat. La maison familiale est toujours sous haute protection. Encore bouleversée, la mère de Gisela nous reçoit à l'endroit même où sa fille a été assassinée. Ils l'ont attrapée. Il y en a un qui a demandé « C'est celle-là » Quand elle nous a vus plaqués au sol, elle a dit « C'est moi, Gisela ».
Et là, ils l'ont traînée par les cheveux, jusqu'à la porte. C'est là qu'ils l'ont abattue, devant la porte de la maison. Pour épargner sa famille, Gisela s'est d'elle-même rendue à ses agresseurs. Faites un peu de place. À peine élue et déjà enterrée, Gisela Motta n'aura pas eu le temps de prendre la moindre décision, ni d'appliquer son programme. Mais pourquoi s'en prendre à elle? Qui gênait-elle? Qui était Gisela Motta? Engagée à gauche depuis toujours, elle a commencé sa carrière politique comme députée fédérale, avant de se présenter comme candidate à la mairie de sa ville d'origine. Je te rappelle que la première femme en qui tu as eu confiance est une femme comme moi. Dans un univers politique dominé par les hommes, Gisela mettait volontiers en avant son statut de femme. Proche des gens, les questions sociales étaient au cœur de sa campagne. Son obsession, réduire les inégalités, garantir plus de transparence et combattre la criminalité. Nous sommes dans les rues de Témisco, avec une patrouille de la police municipale. Des hommes surarmés et toujours sur le qui-vive. La ville est l'une des plus violentes du pays. Ici, les cartels font régner la terreur en pratiquant enlèvements et extorsions. Et leur influence s'étend jusque dans les rangs de la police. C'est ce qui a poussé Gisela à soutenir une réforme plaçant les polices municipales sous un commandement national, le Mando Único. Objectif, lutter contre les policiers ripoux. Avec cette mesure, la maire était dans la ligne de mire des cartels. D'ailleurs, le jour de son assassinat, la police intercepte le commando armé. Bilan, 2 assaillants tués et 3 arrestations. Dans une vidéo prise avec la bénédiction de la police, l'un des tueurs est interrogé par un journaliste. Face caméra, il avoue avoir été engagé par les narcos. Pourquoi ils t'ont chopé? Lève la tête quand je te parle. Parce que je travaille pour un cartel. Quel cartel? Los Rojos. Qui? Los Rojos. Pour avoir tué quelqu'un. Tourne-toi, je veux que tu regardes ici. Qui vous avez tué? La députée de Témisco. Los Rojos, l'un des cartels les plus actifs de la région. Pour les autorités, le message est clair. Les narcos ont tué Gisela Motta pour dissuader les autres municipalités d'appliquer le Mando Único. Alors, encore un coup des narcos? Une explication un peu trop évidente. À quelques kilomètres de là, à Cuernavaca, nous avons rendez-vous avec Javier Sicilia, célèbre poète et figure emblématique des victimes de la violence. En 2011, son propre fils a été enlevé et assassiné. Pour lui, l'argument des autorités ne tient pas la route. C'est faux, absolument faux. C'est une récupération de la part du gouverneur pour manipuler la vérité. Parce que la ville appliquait déjà le Mando Único. Elle était sous son commandement. Et même si Gisela avait été opposée au projet, ce programme aurait dû la protéger. S'ils l'ont tuée, c'est pour une autre raison. Et cette raison pourrait bien se trouver dans le discours d'investiture de Gisela Motta. Avant de prendre ses fonctions, elle avait constaté des détournements de fonds publics dans les caisses de la ville. Cela fait quelques années que la mairie facture 2 fois le même service. Autrement dit, on a payé 2 fournisseurs pour exactement la même prestation. Sur 3 ans, cela représente 150 647 € de dépenses injustifiées. Pour la garde rapprochée de Gisela, c'est sa volonté de combattre les abus et la corruption qui expliquerait son assassinat. D'ailleurs, ce jour-là, son directeur de campagne convoque la presse. Il dénonce la version officielle et met en cause les autorités locales. Gisela n'a jamais reçu de menace de mort de manière directe. En revanche, elle a subi des pressions. L'ancien maire a exigé d'elle qu'elle adopte certaines positions politiques.
Beaucoup disent avec précaution qu'il existe tout un réseau de complicité au sein de l'administration comme à l'extérieur. On les désigne sous le nom de TASCO. Les gens les craignent et en parlent à voix basse. Ils ne sont pas nombreux, mais ils occupent des postes clés. TASCO, ce terme désigne l'alliance entre narco et politique. Toujours en quête de nouveaux revenus, les cartels infiltrent les institutions locales pour s'emparer des marchés publics. Le tout avec la complicité de politiciens corrompus. Voilà ce qui aurait condamné à mort Gisela Motta. Mais l'espoir de changement qu'elle a insufflé n'est pas retombé. Ce jour-là, sa mère est à Cuernavaca, la capitale de l'État. Accompagnée par des centaines d'habitants, l'ancienne conseillère municipale a décidé de poursuivre l'œuvre de sa fille. Elle dépose officiellement sa candidature pour lui succéder. À sa sortie du Congrès, la foule l'acclame, avec un seul mot sur les lèvres. Moi, je ne vais rien lâcher. Je porte ce projet dans mon cœur. La lutte doit continuer jusqu'à ce que la vérité éclate. Jeune et idéaliste, Gisela Motta voulait faire progresser sa ville. Son engagement lui a coûté la vie. Au Mexique, ces 10 dernières années, près de 80 maires et plus de 1000 employés municipaux sont morts dans l'exercice de leurs fonctions. Vallée de la Pascua, à 200 km au sud-est de Caracas, la capitale du Venezuela. Sur ces terres chavistes, les plus jeunes n'ont jamais connu l'alternance politique. Ce jour-là, ils sont venus par milliers, non pas pour acclamer le président Hugo Chavez, mais pour cet homme, son seul opposant, Enrique Capriles. Il est accueilli comme une rockstar, on lui arrache ses vêtements, tout le monde veut le toucher. Il se présente contre Chavez à l'élection présidentielle du 7 octobre prochain. C'est très important d'être à l'écoute dans un pays où le gouvernement nous ignore, dans un pays où le gouvernement n'écoute pas son propre peuple. Je ressens de la joie et de l'espérance. C'est clair, nous pouvons gagner. Pour la première fois, Chavez affronte un candidat unique. Et pour la première fois, il pourrait perdre. Qui est cet inconnu au style décontracté qui pourrait faire tomber le commandant Hugo Chavez? Enrique Capriles Radonski a tout juste 40 ans, un avocat issu d'une riche famille d'entrepreneurs. Nous avons rendez-vous avec son ami d'enfance, un ami de 30 ans qui nous dresse le portrait de Capriles, un homme à femme et un homme à la fibre sociale qui a toujours rêvé de devenir président. Sa famille voulait qu'Enrique suive un chemin tout tracé, qu'il travaille dans les entreprises familiales. Mais lui ne l'a jamais souhaité. Depuis l'université, il a toujours aimé le travail social, toujours. C'est toute sa vie. Capriles se revendique de centre-gauche. Chavez le voit comme gosse de riche, un capitaliste qui menace son pouvoir. Les médias aux ordres se chargent de dénigrer l'adversaire. À longueur d'antenne, le candidat de l'opposition est déclaré battu d'avance, alors que certains sondages le donnent au coude à coude avec Chavez. L'évaluation des instituts de sondage montre une chute constante. L'opposition a perdu 14 points en 4 mois. En février dernier, un journaliste met en doute l'honnêteté de sa victoire lors des primaires de l'opposition. Mais Capriles ne se démonte pas. Toi et tous les autres journalistes ici, osez poser ce genre de questions au palais présidentiel, pour voir si on vous laisse faire, sans qu'un torrent d'insultes vous tombe dessus. Tu sais que tu ne peux pas le faire. Ici, tu peux le dire. Le changement est en marche. Il se révèle coriace. Chavez devient nerveux. Dans chacun de ses discours fleuves, il n'a qu'une obsession, son rival. Mais El Comandante ne parle pas politique. Il se contente d'éructer des insultes. Mon travail, minable, pardon, monsieur minable,
c'est de t'arracher ton masque, minable. C'est mon devoir. Tu as beau te déguiser, minable, tu as une queue de cochon, des oreilles de cochon, comment dire, tu ronfles comme un cochon. Tu es un cochon. Tu es un cochon. Pendant ce temps-là, Capriles fait campagne sur le terrain. Le candidat parcourt tout le pays, toujours sur la route, dans son bus baptisé l'autobus du progrès. Il attaque Chavez sur sa politique. Celui qui utilise l'insulte, celui qui essaye de te disqualifier, c'est qu'il n'a plus rien à dire. Il n'a pas d'idée à défendre, il n'a pas de bilan à défendre. Il va à la confrontation sur les terres chavistes, au contact des catégories populaires, les soutiens de toujours du président sortant. Et chose incroyable, dans le royaume de Chavez, les langues se délient publiquement. Il n'y a pas de travail ici. Le travail est réservé à ceux qui se rangent aux côtés de Chavez et des révolutionnaires, c'est tout. On en a assez. Le peuple en a assez. Celui que certains appellent ici le Obama latino mise aussi sur les réseaux sociaux pour tenter de ringardiser Chavez. Il multiplie les clips de campagne avec toujours la même mise en scène, l'homme du peuple, proche des gens. Mon chemin, c'est le dialogue, l'union pour que tous les Vénézuéliens progressent ensemble. Aujourd'hui, une nouvelle étape commence. Je veux être le président de tous les Vénézuéliens. Pendant que Capriles sillonne le pays, Chavez, probablement très affaibli par son cancer, n'apparaît presque plus en public. Banlieue de Caracas, voici la favela de Petare, l'une des plus grandes d'Amérique du Sud, avec ses 370 000 habitants. Un bastion chaviste. C'est ici que Capriles a choisi de se rendre ce jour-là. Mais devant le succès de sa campagne, le mot d'ordre des pro-Chavez est « bloquez-le ». Sur le chemin du meeting, les chemises rouges du président ont dressé un barrage. Des militants qui sont encadrés par des fonctionnaires du gouvernement et qui jouent les chiens de garde. Pourquoi vous nous empêchez de passer pour aller au meeting? Parce que c'est notre territoire. Nous sommes le peuple de la révolution, c'est une tranchée politique. Capriles, c'est un minable, le candidat des perdants, le candidat qui représente l'impérialisme, les États-Unis, qui représente les riches, ici, au Venezuela. Intimidation, menaces, les armes préférées des chavistes. Nous avons rendez-vous dans un quartier de Caracas, chez Raima, une caricaturiste. Elle nous a demandé de ne pas filmer sa rue pour que son appartement ne puisse pas être repéré. Elle publie dans la presse des dessins critiques envers Chavez. Elle a été menacée. Regarde, il y en a un qui me traite d'ordure, d'idiote. Il y a une phrase qu'il répète tout le temps. Le bourreau ne demande pas la clémence. Pour eux, cela veut dire que s'il t'arrive quelque chose, tu ne dois pas venir te plaindre, parce que tu l'as cherché. Raima doit désormais s'entourer de gardes du corps pour ses sorties publiques. Il y a quelques semaines, elle a même subi la vindicte étatique en direct à la télévision publique, devant des millions de téléspectateurs. Dans le rôle de l'inquisiteur, le présentateur vedette Mario Silva, dans son talk show La Hojila, la lame de rasoir. La cause de l'ire présidentielle, un dessin critiquant la politique de logement social du gouvernement. C'est une femme profondément raciste. Elle a dans le cœur une haine profonde pour le peuple. Je crois que cette folie, en fin de compte, va se retourner contre elle. Direction les côtes paradisiaques de l'État de Sucre au bord de l'Atlantique. C'est là que nous retrouvons le candidat Capriles, 100 villages visités en moyenne par mois. C'est le rythme effréné de sa campagne. Ici aussi, le parti de Chavez fait la loi. Mais ce jour-là, les supporters de Capriles sont les plus forts et il peut égrener son programme sans problème. Son modèle, le Brésil de Lula. Le Brésil a compris que ce modèle étatiste, ce modèle de l'État qui veut tout contrôler, est un échec monumental. Ils ont compris que le pays doit encourager à la fois l'initiative privée et l'initiative publique. Le pays doit mettre toutes les ressources en commun pour vaincre la pauvreté.
Dans chaque village, l'arrivée du nouveau candidat déchaîne les foules. L'attraction Capriles semble en mesure d'ébranler le monument Chavez. Mais après 14 ans de dérive dictatoriale et de pouvoir sans partage, une transition pacifique est-elle possible ? Pour certains analystes politiques, l'abstention favoriserait Hugo Chavez, qui joue sur l'intimidation pour empêcher ses adversaires d'aller voter. Réponse, le 7 octobre.